Bonjour à tous, ravi de Mmh. vous retrouver pour ce webinar. Je suis très content de faire ça avec toi Stéphanie. Pareil, pareil Aymeric, Ça merci fait beaucoup, hein. très longtemps, quelques Quelques années maintenant quand même, hein. qu'on se connaît. On voit qu'il y a des synergies communes, des centres d'intérêt communs et aussi des complémentarités. Donc ouais, très, très cool de faire ça avec toi et j'espère que ça va vous plaire. Tout pareil pour moi, merci beaucoup Aymeric. Effectivement, ça fait quelques années que je regarde ce que fait Assess First et par rapport à tous les outils psychométriques que j'ai pu utiliser dans le cadre de ma pratique d'analyse de comportement prédictif, c'est, forcément mon chouchou, mon outil préféré. Je trouve que toi, Simon, David, vous faites un travail vraiment, très, très intéressant, très prometteur et du coup, je suis vraiment honorée de pouvoir partager la scène avec toi aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. J'espère qu'on tiendra le timing. Ouais, pour ça on va pas tarder à commencer. Emma, peut-être que tu peux, partager le keynote? Hop, nickel. Parfait. Alors, je te laisse peut-être te présenter aussi Stéphanie avant qu'on commence? Ouais, avec grand plaisir. Donc moi, je m'appelle Stéphanie Armango, j'ai été élevée je suis née en France, en Normandie, j'ai fait l'école de management de Normandie. Par contre, j'ai jamais travaillé en France. Je suis allée travailler directement au Canada et en Suisse et aujourd'hui, je vis entre les 2 pays. J'ai été salariée moi-même, hein, j'ai travaillé dans des cabinets de conseil IT et RH jusqu'à, finalement décider d'innover par rapport à ce qui se faisait surtout au niveau des ressources humaines et créer ma propre, activité d'analyse comportementale que je suis allée apprendre justement grâce au Canada qui m'a un peu mis le pied à l'étrier, donc j'ai commencé il y a 10 ans et donc Arcom Suisse par contre existe depuis, 2015 maintenant, exactement, voilà, en Suisse, à Genève. Nickel. Et donc moi, Aymeric, je suis, psychologue et actuellement directeur scientifique chez Assess First. Notre but aujourd'hui, du coup, avec Stéphanie, ça va être de vous montrer à quel point l'interaction entre les sciences du comportement et l'IA permet de réinventer les pratiques RH. Vraiment, à quel point la combinaison de ces 2 sciences nous permet, on va dire, d'ouvrir les portes d'un présent, mais aussi d'un futur toujours plus efficace dans la gestion des enjeux humains au sens large. Donc on parle de recrutement, de formation, de mobilité ou encore de talent management. Et donc pour introduire le sujet, j'aime toujours prendre un petit exemple qui est assez sympa et qui parle bien. Là, je vais juste le faire avec toi, Stéphanie, car on a un décalage de 20 secondes avec les gens sur LinkedIn. Du coup, selon toi, quel est le point commun entre Jeff Bezos, donc le fondateur d'Amazon, Oprah Winfrey, Angela Merkel, Kim Kardashian et Stephen Hawking, mon petit préféré? Alors j'aurais dit la popularité OK, et peut-être l'entrepreneuriat, voilà, mais en tout cas la popularité, la célébrité. ça marche. N'hésitez pas à répondre dans le chat aussi, même s'il y a un décalage, on regardera les réponses Et après. on vous voit et bonjour Raphaël par exemple, on vous voit. Pardon? Non, je disais bonjour à Raphaël, on vous voit dans le Ah, chat, on vous voit, d'accord. donc n'hésitez pas à nous écrire. Nickel. Donc la réponse, ou en tout cas, on va dire la réponse que j'attends, c'est que c'est des personnes qui sont extrêmement talentueuses. C'est-à-dire que quel que soit leur domaine d'activité, elles sont reconnues pour apporter une contribution significative et être performantes. La grande question, c'est donc concrètement, qu'est-ce qui va définir leur talent? Quelle va être la fondation, le pilier responsable de cette réussite? Et si on s'y intéresse à la science derrière tout ça, on se rend compte qu'il y a différentes stratégies pour définir, ce qui est un talent. Mais aujourd'hui, la plus satisfaisante, ou en tout cas celle qui donne les meilleurs résultats, c'est tout simplement ce qu'on appelle, la règle du capital psychologique au bon endroit. C'est-à-dire à quel point votre personnalité, vos comportements sont alignés avec ceux qui sont nécessaires, sur le job. Et la conclusion de toutes les études qui sont faites sur ce sujet, c'est que le talent, c'est surtout aujourd'hui la personnalité au bon endroit. C'est-à-dire que toutes les personnes qu'on a vues tout à l'heure, elles sont en réussite en partie car elles ont trouvé l'endroit idéal, pour faire de leur personnalité un levier de réussite plutôt qu'une contrainte ou quelque chose à corriger. La créativité, par exemple, pour Jeff Bezos, qui fait aujourd'hui d'Amazon l'une des entreprises les plus innovantes au monde. L'empathie pour Oprah Winfrey. La rigueur pour Angela Merkel. Par exemple, personne n'embaucherait Angela Merkel pour faire du stand-up ou un comedy show, ou alors ça serait compliqué. Le narcissisme pour Kim Kardashian. Et ce que ça nous montre, c'est qu'un trait de personnalité, même s'il est peu désirable, permettra à la personne d'être en réussite quand ce trait il est placé dans le bon contexte. Et l'intelligence aussi pour Stephen Hawking, qui en a fait un des physiciens les plus respectés de l'histoire, tout simplement.
Et donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est qu'il y a une réelle nécessité de se recentrer sur ce qui fait l'essence même de l'être humain, à savoir notre personnalité. Alors quand je vais parler de personnalité, tout au long de ce webinaire, entendez personnalité, motivation et aussi, on va dire, façon de raisonner. Pour simplifier le discours, je vais uniquement parler de personnalité. Et donc la personnalité, au-delà d'être prédictive de la réussite future d'une personne, elle répond aussi beaucoup mieux aux enjeux du 21e siècle. Comme le montre par exemple cette étude, les compétences comportementales sont d'autant plus importantes aujourd'hui, notamment en marge de l'évolution de l'intelligence artificielle. Et donc, plutôt que de céder à une défiance face à l'IA, chacun devrait plutôt se ressaisir et se saisir surtout de l'opportunité que nous offre l'IA pour se recentrer sur ce qui fait l'essence de notre humanité. C'est là le meilleur moyen de créer une collaboration homme-machine qui a vraiment d'impact. Donc vraiment se recentrer sur notre capacité à créer, notre jugement critique, notre capacité à coopérer, à collaborer. Puisqu'au final, quand on y réfléchit, la réelle menace, c'est pas forcément l'IA, c'est plutôt qu'on essaye nous-mêmes de se transformer en machine en la concurrençant inutilement et en oubliant ses qualités, ses compétences qui nous rendent intrinsèquement humains. Et un fort besoin du coup de nous recentrer sur notre personnalité qui constitue en quelque sorte notre colonne vertébrale psychologique. C'est-à-dire que comme votre posture, on a tous une position naturelle de laquelle plutôt vous pouvez dévier, mais pas très longtemps, sinon le corps va se mettre en tension, vous serez moins à l'aise, vous ferez plus d'erreurs, sauf vraiment si vous êtes extrêmement souple, ça sera un peu plus facile, mais la personnalité fonctionne un peu de la même manière. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que la personnalité est extrêmement stable. C'est-à-dire que déjà 50% de votre personnalité est déterminée par votre génétique et ensuite elle va encore davantage se stabiliser autour de 25 ans. Et elle sera ainsi prédictive tout au long de la vie d'une personne de différentes choses, prédictive par exemple de la performance au travail, de notre épanouissement, de la qualité de nos relations, du type de musique aussi que vous allez apprécier, ou encore un peu moins fun, de qui a le plus de chances de finir en prison. Et si on recentre, on va dire, sur le contexte de travail, la personnalité nous permet, en fonction des contextes, de prédire jusqu'à 50% de la performance d'une personne, alors que d'autres critères de sélection, on va dire, un peu plus habituels, comme l'expérience, le diplôme, le CV, vont permettre uniquement d'en prédire entre 1 et 3% en général. Et donc tout ça, quel que soit l'âge, quel que soit le genre ou encore l'origine. Si vous voulez plus, on va dire, plus d'informations et creuser sur ce sujet-ci de à quel point la personnalité est prédictive de choses dans le milieu professionnel, vous pouvez par exemple vous diriger vers les études de Soto, de Schmidt, de Judge ou encore de Zell, qui produisent on va dire, régulièrement des méta-analyses sur le sujet. Euh, Malheureusement, dans tout ça, on a checké avec Stéphanie, il n'y a pas de guide applicable pour maximiser votre personnalité. Pas de guide pour vous expliquer concrètement, de manière simple et applicable, comment détecter votre plein potentiel, comment l'exploiter, comment aussi aider les autres à exploiter leur plein potentiel. Et donc, j'espère que ce webinaire est là pour y répondre et j'espère que tu es d'accord avec moi, Stéphanie. Bien sûr, bien sûr. Du coup, première question qu'on va se poser, c'est déjà comment mesurer la personnalité. Car si on veut maximiser notre impact et celui des autres, la première étape, c'est toujours de mieux se connaître, connaître nos points forts, nos angles morts. Et ainsi, on va dire développer ce qu'on appelle notre self-awareness, donc vraiment notre connaissance de nous-mêmes. Malheureusement, on est tous soumis naturellement à ce qu'on appelle un biais de supériorité illusoire qui fait que dans de nombreux domaines, on va se penser meilleur que la moitié de la population. Par exemple, vous pouvez faire un exercice avec les 10 personnes qui sont actuellement les plus proches de vous. Vous leur demandez si elles conduisent mieux que la moyenne et en général, il y en a 9 sur 10, donc 90% qui vont dire que oui, elles conduisent mieux que 50% des gens, ce qui est statistiquement un peu aberrant. Et donc, autre exemple, aujourd'hui, on pense souvent que l'évaluation de la personnalité d'une personne est une tâche, une activité que seul un autre être humain peut accomplir avec précision, mais ça serait une erreur. Notre cerveau, encore une fois, il est plein de biais cognitifs qui vont limiter notre capacité à mesurer intuitivement et précisément la personnalité de quelqu'un d'autre. En revanche, les questionnaires d'évaluation psychométrique qui sont validés scientifiquement sont beaucoup plus efficaces. Et quand je dis du coup validés scientifiquement, ça élimine d'emblée le MBTI ou tous les autres tests typologiques. On en parlait justement avec Stéphanie
en préparant ce webinaire. Le MBTI aujourd'hui, c'est un questionnaire qui est utilisé par 2 millions de personnes chaque année, mais ce que montrent toutes les études, c'est que ces qualités psychométriques font que c'est un outil qui ne devrait pas être utilisé dans les décisions organisationnelles. En fait, le MBTI va vraiment créer une illusion de savoir quant à la personnalité, d'une personne, mais on va dire il servirait, parce que montrent les études, il y a des études assez provocantes qui montrent que, son avantage réel, c'est surtout d'animer des conversations à la machine à café. Et le pire, c'est qu'en repassant le test une seconde fois quelques temps plus tard, on a 50% des personnes qui obtiennent un résultat différent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'erreur de ce type d'outil, ça ça réside surtout dans le fait que ils vont considérer la personnalité comme une variable qualitative plutôt que quantitative. Et donc tous ces questionnaires typologiques vont avoir justement effectivement une tendance à mettre des personnes dans des cases, alors que bon nombre de recherches en psychologie montrent que la personnalité devrait se considérer de manière quantitative et continue. C'est-à-dire qu'un individu va pouvoir, on va dire, se situer à n'importe quel point du continuum, donc par exemple sur un score de 1 à 10, et sa position va déterminer comment cette personne va agir dans un contexte spécifique. Et donc, pour encore mieux cerner les limites des tests psychologiques comme l'MBTI, on peut prendre par exemple l'exemple de la taille. La taille, quand vous allez mesurer la taille, c'est une variable quantitative qui va se définir généralement selon un continuum en centimètres. C'est-à-dire qu'on va dire par exemple une personne mesure 1,85 m. Maintenant, imaginez du coup si la taille se mesurait selon un modèle qualitatif à plusieurs dimensions, à 2 dimensions par exemple. On aurait soit une personne qui est grande, soit petite. Donc au-delà déjà de l'absurdité engendrée par une telle mesure, sa compréhension serait aussi un peu bête puisque, un individu pourrait passer d'une catégorie à l'autre en gagnant 1 centimètre. Par exemple, des gens pourraient, devenir grands, en gagnant 1 centimètre. D'autres pourraient passer de grand à petit en perdant uniquement 1 centimètre. On a aussi des gens qui ne seraient pas considérés comme plus grands, qu'un autre individu à l'extrême des 2 catégories. Et pire encore, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on aurait 50% des gens qui, en se remesurant, on va dire 3 semaines, 1 mois après, ont une probabilité de 50% d'être dans l'autre catégorie. Donc ça serait un peu aberrant et au final, c'est l'erreur que font plutôt les questionnaires typologiques comme le MBTI. Et donc, quand on aborde le sujet des questionnaires de personnalité, c'est primordial de préciser de quoi on parle concrètement, soit d'un test psychologique ou alors d'un test factoriel qui est basé sur une conception quantitative de la personnalité. Donc ça, cette dernière approche, c'est quelque chose qui est soutenu par la recherche depuis des décennies à travers un modèle qui est bien connu, qui s'appelle le modèle des Big Five et qui va, on va dire, comprendre la personnalité à travers 5 grands domaines. Donc l'extraversion, l'agréabilité, l'ouverture aux autres, l'ouverture à l'expérience, la conscienciosité et la rigueur dans le travail. Donc, fait petite erreur, agréabilité, ouverture aux autres, c'est la même chose. Et récemment, on a aussi des auteurs qui ont ajouté un nouveau trait d'humilité à tout ça. Donc, on arrive plus sur un Big Six qui est semblable du coup à l'hexago pour ceux qui connaissent. Et donc, c'est d'ailleurs le modèle qu'on utilise aujourd'hui, nous, chez Assessors, dans notre nouvel assessment Swipe, qui est basé sur des images et qui présente aussi un format beaucoup plus moderne. Donc, questionnaire de personnalité qui a été développé récemment, qui dure uniquement 5 minutes et qui permet de positionner les personnes sur 20 facettes de personnalité. Et c'est aussi important dans tout ça de comprendre qu'aujourd'hui, on n'est plus sur des questionnaires de personnalité qui sont assez vieillots, assez longs, qui vont prendre 3 heures pas fun, mais on est sur des formats beaucoup plus gamifiés, beaucoup plus modernes et engageants, ce qui transparaît aussi on va dire dans la réaction des candidats ou des gens qui les passent, puisque c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié, comme on le démontre par exemple le fait que 90% des gens qui créent un compte vont au bout de tous les assessments proposés. Mais si on veut aller encore plus loin et réellement, on va dire, prédire des choses, ça va être essentiel de contextualiser la personnalité. C'est-à-dire déterminer parmi toutes les facettes mesurées, quelles sont celles qui sont réellement prédictives de la réussite sur un poste, quelles vont être les facettes qui vont être contre-productives. Et pour vous expliquer concrètement comment faire ça, je vais laisser la main à Stéphanie. Merci beaucoup. Alors effectivement, donc nous, on va parler peut-être un tout petit peu plus de profil que de personnalité, mais effectivement, on parle de la même chose avec Aymeric. Je tiens à préciser qu'en Suisse, on utilise aussi beaucoup le DISC et le Insight et que du coup, par rapport au MBTI dont tu as parlé, je pense qu'on peut les mettre dans le même panier. Je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat par rapport à ça et tout à l'heure, on vous laissera la parole. Carrément. Et j'en profite aussi pour dire bonjour à toutes les personnes présentes de Suisse. Je vous vois. Donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires parce qu'en fait, Aymeric et moi, on vous voit. Donc établir un profil comportemental, en fait, en quoi c'est important?
ça évite, justement de partir sur des, notions d'entretien ou de sélection. On va même pas parler d'entretien pour l'instant, on va parler de sélection, on va dire au pifomètre et ça, c'est quelque chose qui est, malheureusement encore à l'aube de 2024 très présent et en fait, la seule manière qu'il existe aujourd'hui d'aller sur des choses qui sont beaucoup plus tangibles, beaucoup plus mathématiques en fait, c'est de structurer l'approche, c'est de structurer les entretiens. D'où le fait qu'aujourd'hui chez nous en tout cas, on se passerait plus d'un Assess First et en même temps, par complémentarité, on ne pourrait pas non plus se passer du fait d'établir, un profil de poste, un profil candidat. Donc pour vous expliquer, ce que vous pouvez faire vous en interne justement pour répondre à à ce besoin et cette attente, c'est toujours en fait à partir du moment où vous cherchez quelqu'un, c'est de vous demander en termes de rôle et de responsabilité, qu'est-ce que la personne enfin quelles sont les attentes par rapport au candidat? Par rapport au profil que vous allez chercher, qu'est-ce que la personne doit accomplir? Et pour ça, il y a 2 questions qui sont toutes bêtes à vous poser. C'est 1, bah, pourquoi ce poste a été créé ou en tout cas pourquoi ce poste existe? Et 2, bah, pourquoi la personne va être rémunérée? Pourquoi vous avez décidé de la payer, en fait? Et suite à ça, vous allez avoir, bah, une mission qui va se dessiner, vous allez avoir des actions concrètes qui vont, transparaître et suite à ça, normalement, soit avec de l'aide d'un Assessforce ou d'un Arcom ou soit vous-même en interne parce que vous avez des super équipes RH qui sont équipées pour ça, vous allez pouvoir clarifier les attentes et vous demander: «OK, mais qu'est-ce que ça demande pour pouvoir faire ça et pour pouvoir réussir à faire ça?» Et c'est là qu'on bascule de la mission, des actions, des tâches à et de l'expérience éventuellement à OK, mais en termes de profil, en termes de personnalité, on cherche quoi? Qu'est-ce qui va garantir le succès de mon collaborateur dans ce rôle spécifique? Alors, j'ai pas la main sur les slides, donc je veux bien qu'on clique pour moi. Hem, voilà et donc le truc, c'est, comment dire? De toujours se dire que l'être humain, surtout l'adulte, sait globalement exprimer ce qu'il veut, mais pas comment ça marche et donc on va vite tomber dans des clichés: «Moi, il me faut quelqu'un comme ci, moi, il me faut quelqu'un comme ça», sans jamais se poser la question de: «Est-ce que c'est vraiment, est-ce que, en fait, ce qui est exprimé en premier va répondre aux besoins sous-jacents?» Et donc de se questionner et de se faire sa propre analyse comportementale, en fait, du besoin va être importante et ensuite, quels sont les indicateurs prédictifs de succès? Et ces indicateurs prédictifs, c'est un peu, dans ce que vous avez créé vous par rapport à un profil de succès pour un poste donné, c'est de se dire: «OK, s'il y avait des choses qui étaient obligatoires, quels seraient ces critères?» Et nous, on appelle ça, des Key Behavioral Indicators. C'est un peu comme les KPIs et ben, là, on va parler de KPIs et de dire: «OK, quels vont être les comportements clés prédictifs de succès?» Et j'insiste vraiment sur les comportements clés. Pourquoi on fait de l'analyse de comportement? Parce qu'en fait, c'est quelque chose de très tangible. C'est quelque chose d'observable et d'un point de vue humain, sur des choses qui sont sur des études qualitatives, puisque nous, on ne peut pas faire du quantitatif comme Assess First, on fait du manuel, on est complémentaire. On va s'intéresser au comportement passé de la personne. Donc pas à la manière dont elle va s'auto-déclarer, s'auto-proclamer, la jolie histoire qu'elle va se raconter. Non, on va aller chercher quels sont les comportements qu'elle a adoptés dans des contextes donnés qui nous intéressent dans le passé, parce qu'on sait que c'est la seule chose qui est, en termes de probabilité, la plus prédictive de comportement futur. Et donc, le besoin, le petit truc, c'est d'arriver à passer de ce qu'on appelle des mots gras à des mots beaucoup plus maigres. Et je vais vous donner un exemple très concret, d'une fiche de poste qu'on avait reçue chez Arcom pour vous dire, en fait, le décalage qu'il peut y avoir entre le besoin exprimé et l'attente sous-jacente. C'est de dire: «OK, donc nous, on est vraiment spécialisés dans tout ce qui est soft skills». C'est le plus dur, en fait, à anticiper, c'est le plus dur à attraper parce que, bah, voilà, on a ses propres biais aussi d'auto-évaluation et c'est pas si facile que ça d'aller donner une définition très concrète de comportements clés. Donc, on nous demandait quelqu'un qui avait une vision globale. On nous demandait quelqu'un qui avait du leadership, des compétences décisionnelles, un esprit d'initiative. Pourquoi c'est des mots gras tout ça? Parce qu'en fait, si je vous demande à vous, dans le chat ou à Aymeric là maintenant de me dire: «Mais c'est quoi une vision globale? Ça ressemble à quoi avoir une vision globale?» Vous allez chacun me donner une définition différente. Avoir une aptitude à promouvoir un climat participatif. En fait, ça ne veut rien dire.
Et c'est bien toute la problématique, c'est d'arriver à définir en amont de n'importe quel test psychométrique, de n'importe quelle fiche de poste, de n'importe quel entretien de sélection, ce que la personne attend vraiment. Et pour ça, on va lui demander d'être beaucoup plus spécifique, beaucoup plus descriptif, d'où ce concept qui est connu, hein, de fat word to lean word, c'est le mot gras, du mot gras au mot maigre. Et typiquement, si je reprends donc ce cas spécifique, en fait, après interrogation du client, les comportements à démontrer, c'était une planification personnelle efficace, une gestion du temps et un lancement d'une activité plutôt que d'attendre de répondre à un processus ou à quelqu'un d'autre pour atteindre des objectifs spécifiques. Donc, je prends juste un exemple. Un deuxième, être coopératif la plupart du temps, au sens donner ou recevoir des commentaires régulièrement pour être efficace dans son rôle. Alors, efficace, ça reste du fat. On pourrait demander à la personne d'être encore plus spécifique. Mais vous voyez, l'invitation et l'encouragement, si vous deviez retenir qu'une chose, c'est de dire, OK, il vous faut des descriptions qui soient, des définitions qui soient descriptives. Est-ce que je peux avoir la slide d'après? Merci beaucoup. Et donc l'idée, c'est d'aller traduire en fait les attributs comportementaux recherchés en habitudes comportementales, traduire les attributs de la personnalité en habitudes comportementales. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau doit savoir ce qu'il cherche. Vous pouvez utiliser tous les tests du monde, faire tous les entretiens du monde. À partir du moment où votre tête, si c'est vous qui l'idée en fait, ne sait pas ce qu'elle cherche, vous n'allez pas savoir si la personne face à vous est la bonne personne pour le poste ou si vous devez faire du talent development, parce que là, on parle beaucoup acquisition, mais on peut aussi parler de performance et de talent development. En fait, de quoi on parle? Et donc, c'est très important de se mettre d'accord sur les attentes spécifiques en termes de, comment dirais-je, de recherche. Et pour ça, voilà, l'invitation et la proposition, c'est de vous garder en tête d'être le plus descriptif possible. Je vais y arriver. Et l'astuce aussi, c'est qu'est-ce que ça demande pour pouvoir faire ça? Donc typiquement, là, on voulait quelqu'un qui soit, par exemple, voilà, la bienveillance. C'est quoi la bienveillance? À quoi ça ressemble la bienveillance? On veut de l'humilité, mais de l'humilité comment? À quoi elle doit ressembler cette humilité chez vos candidats, chez votre personnel? Dans les valeurs, comment elles doivent être incarnées comportementalement parlant? Et une fois que vous avez cette incarnation comportementale, de se dire: «OK, mais qu'est-ce que ça demande de pouvoir faire ça?» Et souvent, c'est la réponse à «Qu'est-ce que ça demande?» qui va vous donner les comportements recherchés pour ce poste. Je veux bien la suite. Ah, la suite, c'est la mienne. Ah bah, c'est la tienne, vas-y, j'allais parler aussi de ChatGPT et TLDV, mais vas-y! Pour rebondir sur ce que tu disais aussi, Mmh mh. question, quand tu parles justement d'établir le profil comportemental et d'aider justement la personne à, on va dire, à creuser, à déterminer ce qui est important pour un job, est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles de faire en groupe ou individuellement? Parce qu'il y a encore une fois, tu vois, il y a des recherches qui montrent que quand tu le fais en groupe, ça va permettre justement de limiter ce qu'on appelle les projections idiosyncratiques, c'est-à-dire que, on va moins se projeter dans le poste. Les gens vont moins donner, on va dire, leur ressenti du poste, des choses comme ça, ce qu'ils pensent important. Mais quand, on va dire, sollicitant différentes personnes qui connaissent le métier, par exemple un RH, un manager, quelqu'un qui fait réellement le job, un expert du job, bah, ça va permettre justement, on va dire, d'avoir une meilleure vision de ce qui est réellement attendu. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles de faire, en groupe ou ou individuellement? Alors, il y a 2 choses. Si c'est fait en groupe au sein de l'organisation, ça serait d'identifier des top performers qui sont déjà existants et en fait de faire un entretien comportemental avec chacun d'eux pour aller extraire qu'est-ce qu'ils font, Ouais, comment ils le font et comment on explique qu'ils le font bien. Et souvent, tu verras qu'il y a des redondances et en général, les clients, on leur demande de nous présenter 5 personnes. Après sur des postes juniors, effectivement, bah, ça demande un peu plus de recherche et nous, on a développé ce qu'on appelle un répertoire comportemental où en fait, on a des indicateurs, clés de succès qui sont universels, dont on sait qu'ils sont prédictifs. OK. Donc effectivement, faire en groupe, c'est super, mais plutôt, d'assesser les comportements existants de top performers pour essayer d'aller de tendre vers la même chose et de comprendre en quoi ils sont bons dans ce qu'ils font, en quoi ils sont différents, en quoi ils ont ce petit truc en plus. Donc quelle est la base? Quels sont les fondamentaux et quel est ce petit truc en plus? Après, quand c'est du non existant, en fait, le problème de faire nous, on avait fait avec un client, le problème de faire un espèce de panel de réflexion, c'est que chacun y va de sa sauce, enfin, de sa propre réflexion. Tu as souvent le leader qui finit par trancher. C'est pas forcément révélateur de quoi que ce soit de pertinent parce que, bah, c'est plus une vision personnelle et Oui. du coup, c'est prédictif de rien du tout. Donc voilà.
Très, très clair. On est aligné. Tu me fais du coup une transition parfaite sur Parfait. cette petite slide. Comme tu le disais, nous, chez Assessors, notre but aussi, c'est aussi d'aider, on va dire, d'aider les organisations on va dire, à passer ça à l'échelle, à faire une analyse, on va dire, automatique, fiable, et sur de larges volumes de données. Mmh. Donc c'est pour ça qu'une autre méthode aussi pour définir ce profil comportemental, qui va être basé sur l'IA, c'est tout simplement justement, par exemple, de demander à des collaborateurs qui font réellement le poste de compléter les assessments, donc par exemple le petit questionnaire de personnalité que j'ai présenté tout à l'heure, de les noter en termes de performance, donc comme tu dis, pour identifier les top performers et low performers. Et derrière, l'IA va vraiment aller décrypter chaque nuance de personnalité, chaque motivation, chaque style de raisonnement, qui va expliquer la réussite et l'épanouissement dans un contexte ultra spécifique. Et donc l'avantage, c'est que ça permet justement de dépasser tous ces biais liés à notre cognition, puisque là, c'est uniquement, on va dire, basé sur l'analyse de données. Et donc derrière, une fois que vous avez ce profil comportemental, on va pouvoir l'appliquer pour prédire la réussite et l'épanouissement futur d'une personne, que ça soit un candidat, collaborateur ou autre. Donc je passe ça rapidement, mais tout simplement, vous allez demander au candidat ou au collaborateur de compléter le questionnaire de personnalité et derrière, vous allez pouvoir comparer le profil de cette personne avec le profil comportemental établi à l'étape précédente, afin, comme vous le voyez à l'écran, du coup, de déterminer un pourcentage de matching entre le profil de la personne et le poste. Donc ici, par exemple, 63% pour Amanda, et aussi aller dans le détail pour savoir quelle va être la probabilité de succès de la personne, sa probabilité d'épanouissement, creuser aussi dans le détail de chaque facette. Donc ici, ce qu'on peut voir, ce sont en vert les comportements attendus sur le poste, en rouge les comportements contre-productifs et en gris tous les comportements qui ont aucun impact sur la réussite, qui ne seront pas pris en compte et qui vont aussi permettre d'apporter beaucoup de diversité dans les profils qui sont recrutés. Et donc directement, vous allez pouvoir visualiser comment la personne se positionne au regard de ses attentes, avoir aussi une analyse textuelle des écarts et des alignements, et même chose du coup sur la partie raisonnement, ou encore sur la partie des motivations. Donc cette approche, c'est ce qu'on appelle le recrutement prédictif, et les résultats aujourd'hui sont plus à démontrer. Si je prends par exemple la moyenne de toutes les études de validité prédictive qu'on peut faire chez Assess First, en moyenne, les candidats qui sont recrutés via cette méthode sont 40% plus performants et le turnover est aussi divisé par deux. Euh, Est-ce que ça veut dire que c'est une méthode automatique? Non, ça permet surtout au RH de centrer sur les candidats avec le plus de potentiel sur le poste et de mettre toute leur énergie dans une autre étape qui va être hyper importante de l'évaluation, qui est l'entretien et encore mieux l'entretien structuré. Et je vais encore une fois laisser Stéphanie reprendre la main pour vous parler de comment mettre ça en place de manière très opérationnelle. Ce que j'adore dans ce que tu viens de dire, c'est de mettre de l'énergie sur des gens qui ont un potentiel de performance. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, et c'est une discussion que j'avais hier avec une grande école, de leadership à un niveau exécutif et cetera, où on se disait: «Mais c'est fou le temps qu'on passe avec des personnalités problématiques». Carrément. Ouais, non, pas de souci. Et du coup, ça serait vraiment chouette, en fait, de changer le focus et de s'intéresser à toutes ces personnes qui fonctionnent et de mettre des budgets sur des gens qui fonctionnent plutôt que sur des gens qui dysfonctionnent et de pouvoir faire de l'élimination en amont et un shortlisting de personnes qui ont un potentiel de performance et un potentiel soft skills parce que finalement, qu'est-ce qui fait que ça tourne mal? C'est souvent des problématiques relationnelles, d'intelligence émotionnelle. D'ailleurs, c'est très rigolo puisque tout le monde s'intéresse à l'intelligence artificielle et on a encore vachement de mal à faire entrer l'intelligence émotionnelle dans les organisations. Donc, à 200% avec ton discours et l'entretien structuré, justement, permet de sortir de l'affinité, de: «Non, mais moi, je le sens bien, moi, j'ai le sentiment que ça va aller, moi, je pense que ça va le faire». Tout ça, c'est terrible et on y est encore et donc l'idée d'avoir quelque chose de très mathématique, de très structuré, alors ça, c'est mon côté suisse allemand, ça passe super bien, en fait et nous, on a réussi à soulager pas mal d'équipes RH en leur proposant, en fait, des définitions. Je vais prendre un exemple tout simple. Donc, nous, effectivement, on forme des équipes de recrutement, on certifie même des équipes de recrutement à faire de l'analyse comportementale prédictive de sélection. Et en fait, il y a deux manières de faire. Typiquement, voilà, il y a un critère qui revient souvent, on veut des gens qui soient orientés people, qui soient team player, voilà, qui acceptent d'être en équipe. En fait, d'un point de vue comportemental, on sait, nous, de sources sûres, que la définition comportementale et ce qu'on va vouloir voir chez le candidat, c'est quelqu'un qui a une préférence, mais c'est tout bête, hein, pour travailler avec les autres. Et en fait, souvent,
enfin, normalement, ils sont, habilités aussi et ils ont une appétence pour, le fait de suivre les structures et les stratégies de l'organisation. Donc on n'est plus juste dans la partie people, on est capable aussi de dire qu'à partir du moment où quelqu'un est à l'aise et suit en fait tout le set de structures et de process des organisations, il y a de fortes chances pour que la personne soit team player. Et donc, on va aussi offrir dans ces entretiens structurés des fiches de OK, qu'est-ce que vous voulez entendre du candidat quand vous allez aller le questionner? Et surtout, si vous entendez ça, qu'est-ce que vous ne voulez jamais entendre, jamais voir? Parce qu'on sait que c'est un peu l'antithèse du team player. Et en fait, il y a des définitions officielles, on va dire, de ce type et universelles de ce type de comportement et d'anti-comportement. Et après, il y a une deuxième façon de faire qui est toute bête, hein, parce qu'il y a des CEO qui veulent absolument avoir le dernier mot, c'est dire, bon, bah, l'entreprise, elle a sa vision des choses, elle a sa définition comportementale, c'est OK. Et nous, on va structurer ensuite on va le traduire en fait en questions comportementales. Et la technique, elle est toute simple, hein. Je veux dire, en Amérique du Nord, ça fait très longtemps que c'est utilisé. Le Competency-Based Interviewing, donc le CBI, vous pouvez aller faire des recherches, c'est très facile. Nous, on a rajouté à ça du clean language pour ne jamais polluer en fait la relation avec le candidat et en fait aller tirer les verres du nez de la personne sans jamais qu'elle se sente fliquée. Donc en fait, on a fait un mix entre ce fameux répertoire comportemental de OK, vous voulez un team player, mais en fait, ça veut dire quoi un team player? Qu'est-ce que ça demande d'être team player? Et ensuite, comment on va l'assesser dans un entretien structuré où là, on va carrément aller scorer, donc mettre une note aux réponses des candidats de manière à la fin, en termes de prise de décision, de se dire, bah voilà, on a été 3 à le voir, il a cette moyenne au total et on sait que dans l'organisation, en dessous de telle note, donc 3 sur 5, on ne prend pas cette personne. Donc là, je suis allée un peu vite effectivement par rapport à la slide, pardon. Donc l'attribut, donc voilà, quelqu'un qui a l'esprit d'équipe. La définition comportementale officielle, en tout cas, qu'on pourrait considérer comme universelle, donc comportementale, on entend bien, je ne parle pas de personnalité, je ne parle pas de psychologie, c'est on va avoir quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec les autres et qui va démontrer une préférence dans le fait de travailler avec les autres et qui, comme ces autres personnes qui aiment bosser avec les autres, qui démontrent cette appétence pour travailler avec les autres, ont un certain plaisir et même se posent même pas la question en fait de suivre les process et la structure organisationnelle. Donc, ce qu'on veut entendre, c'est quelqu'un qui a démontré des comportements coopératifs la plupart du temps dans ses expériences passées, qui donne et reçoit du feedback de façon régulière pour être de plus en plus efficace dans son rôle. Donc ça, on sait que ça va être prédictif en fait de cet attribut particulier. Ce qu'on veut surtout pas entendre, en tout cas au cours de l'entretien, ça serait quelqu'un qui a eu énormément de peine en fait à s'inscrire dans la durée dans une organisation et qui va se plaindre de la culture, de son rôle, etc. Et aussi des personnes qui vont être très qui vont avoir des opinions très fortes, qui vont être très exigeants et surtout qui vont démontrer des habitudes de non-conformisme dans la manière de réfléchir, dans la manière de raisonner, et cetera. On sait que ça, c'est l'antithèse du team player. Et pour vous donner un exemple pour le cœur, là, de dire, OK, mais comment on fait des competency-based interviews? Vous prenez plus la tête. Allez sur ChatGPT. Donc, tout simplement, c'est voilà, alors il faut lui parler en anglais. Nous, on bosse dans des environnements internationaux, mais l'idée aujourd'hui, enfin, et d'ailleurs pour nous, c'est merveilleux parce que créer des questions comportementales, ça demande un effort mental énorme et de savoir qu'aujourd'hui, cette petite bête peut le faire pour nous et le fait plutôt bien. Alors, il y a juste que la décision finale doit rester humaine parce que les formules de questions ne sont pas toutes tournées vers des réponses qui vont vous donner des critères comportementaux. Donc, il faut juste faire très attention à ça. Mais voilà, de demander à ChatGPT de vous créer un set de questions, de choisir parmi ces questions lesquelles vont vous amener des réponses comportementales. Et après, nous, on va encore plus loin. On utilise un autre outil qui s'appelle TLDV, qui nous fait de la transcription des entretiens de sélection qu'on va avoir. Alors, soit parce qu'il y a des clients qui font carrément du RPO avec nous, donc Selection Process Outsourcing, donc qui nous délèguent toute une partie de leur shortlisting de candidats, soit pour des assessments très spécifiques. Mais en fait, il y a carrément de l'IA derrière qui va aller étudier ce que le candidat vous a dit pour faire en fait des thématiques. Et on va réutiliser aussi cette information pour plutôt aller vérifier ce que nous, en tant qu'humains, on a décelé dans l'entretien et voir si la machine a vu la même chose, en particulier pour confirmer des habitudes comportementales qu'on a repérées comme étant
bien présente chez le candidat, ou à l'inverse, quand on voit que on n'a pas réussi à déceler, est-ce que la machine confirme qu'en fait la personne est partie sur un autre sujet. Donc nous, on utilise ChatGPT et TLDV, et par contre, notre place d'humain, elle est là. Elle est vraiment là, parce que pour tout ce qui est prise de décision, on reste indispensable. Pour tout ce qui est entretien structuré d'humain à humain, on reste indispensable. Et même avec Assess First, il y a des choses qu'on va aller vérifier dans les résultats par rapport à l'histoire de la personne pour soit, comment dirais-je, c'est pas que de la vérification, c'est vraiment d'aller déceler si on minimise ou si on maximise en fait l'information que le test a réussi à faire sortir. Voilà. Parfait. Je conclus juste rapidement sur, un dernier petit point et ça sera intéressant de passer aux questions derrière. C'est, on parle beaucoup d'IA et les bénéfices de l'IA, s'arrêtent pas là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les seules limites à ce qu'on peut faire à l'IA, c'est plutôt les limites de notre propre créativité, de notre propre imagination. Par exemple, chez Assessor, ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on utilise l'IA générative, donc pas ChatGPT, mais d'autres modèles de langage, open source, pour élaborer automatiquement un plan de développement personnalisé pour un, un ensemble de compétences qui seraient nécessaires pour un job particulier. Donc vraiment n'importe quelle compétence. Par exemple, si vous souhaitez améliorer votre compétence à créer du réseau, par exemple, l'IA peut vous générer un parcours personnalisé pour que vous puissiez vous développer dans ce domaine. Par exemple, ça, c'est ce qu'on propose chez Assessor. Donc sur la base des scores de la personne, on va pousser une action initiale pour permettre à cette personne de commencer son développement. Donc par exemple, on pourrait vous conseiller d'organiser des réunions informelles et rapides avec des collègues que vous ne connaissez pas encore pour développer votre capacité à créer des liens. Donc une approche, une action et des conseils qui seront adaptés à l'évaluation initiale de la personne sur la compétence. Une fois que vous avez complété, réalisé l'action, vous pouvez vous évaluer vos progrès à travers ce qu'on appelle un test de jugement situationnel, qui est encore une fois généré automatiquement par l'IA et composé ici dans notre cas de 3 questions. Donc 3 questions qui vont décrire un contexte, une situation, et la personne va devoir expliquer concrètement comment elle a géré dans cette situation. Vous avez juste à taper vos réponses qui seront évaluées directement et automatiquement, vous offrant derrière des perspectives sur ce qui a été efficace dans vos réponses et aussi des suggestions sur comment aller plus loin, comment vous pourriez encore vous améliorer. Donc au-delà d'un score, vraiment d'avoir des insights pour progresser. Et une fois que ce premier niveau est bouclé et validé, sur la base de vos réponses à la première étape, une deuxième phase du plan de développement sera générée et ainsi de suite avec des recommandations qui seront personnalisées par rapport à vos besoins spécifiques et par rapport à votre courbe de progression. Donc vraiment un programme de développement qui va être ultra personnalisé. Voilà, alors je vais passer la dernière slide de conclusion puisqu'on a déjà beaucoup parlé, Stéphanie. Je vais arrêter le partage pour passer aux questions. Alors, je me remets sur l'interface. Moi, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui me demandait ou nous demandait en tout cas, est-ce que l'IA s'est posé des questions clean language? Alors je pense que oui. Donc nous, on retravaille en fait, c'est pas les questions clean qui vont être intéressantes, c'est ce qu'on appelle le probing, c'est comment vous relancez le candidat de façon à ne jamais avoir de discours de surface. C'est ça l'astuce. Donc en fait, ChatGPT ou l'IA va servir à faire des questions comportementales prédictives. Donc il y a moyen de faire des choses très intéressantes. Attention, elles ne le sont pas toutes. Donc il faut quand même un minimum de connaissances pour avoir sélectionné son set de questions. Et après, en fait, ce qui est toute l'astuce et toute l'expertise et tout l'art, c'est d'aller questionner les réponses du candidat et ne jamais se fier à un premier niveau de réponse. Et là, le clean language fait tout son sens. Donc j'espère que c'est assez clair. Et pour la petite anecdote, donc je serai à Toronto là en janvier pour travailler avec une dame qui est analyste comportementale, mais aussi spécialiste dans la data et qui s'intéresse énormément à l'IA et à ChatGPT, et cetera. Donc l'idée, c'est de monter une conférence sur justement l'utilisation pour faire des entretiens structurés de l'intelligence artificielle pour soulager en fait les équipes recrutement, voire les managers en fait, pour construire des guides d'entretien très rapides, très efficaces et le plus automatisé possible pour quand même faire, plus personne n'a de temps aujourd'hui. Donc voilà, donc de dire, restez, keep in touch parce qu'il y aura quelque chose en janvier, février sur le sujet. Voilà. Question d'Étienne, du coup, qui me dit qu'en réalité, l'objectif est de modéliser les comportements de réussite par une cartographie des compétences en associant données quantitatives, objectives et données qualitatives. Donc, je suis curieux de connaître telle technique. Donc, nous, par exemple, chez Assess First, on a, on va dire, 3 grandes techniques.
qui vont être surtout, on va dire, encore une fois, nous, notre approche va être très quantitative, donc on va avoir 3 types de méthodologies. La première, c'est, de créer, on va dire, de déterminer, on va dire, ces comportements qui sont importants pour un job à partir, de l'analyse, on va dire, de ce que nous disent les experts sur le métier. Par exemple, il y a les bases, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a les bases ESCO, donc de la Commission européenne, qui sont très intéressantes, qui vont vous lister pour plus de 3000 métiers, quelles sont les compétences vraiment métiers, quelles sont les compétences techniques et les compétences comportementales requises pour faire le job. Donc, par exemple, c'est des sources, des sources open, des open source pardon, qu'on utilise, nous, pour construire ce qu'on appelle des modèles prédictifs. La limite de ces modèles, encore une fois, c'est qu'ils ne sont pas adaptés à un contexte spécifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut vous dire un data scientist, il a besoin de ça, 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 ça. Mais si vous prenez un data scientist dans une entreprise, par exemple chez Apple et chez Google, peut-être qu'on ne va pas attendre les mêmes compétences comportementales précisément. Donc, leur limite, c'est qu'ils sont peu contextualisés, mais ils nous permettent d'avoir une première vue sur le job. C'est pour ça qu'on va avoir d'autres techniques qui sont un peu plus poussées. La deuxième, c'est d'analyser directement les job offers grâce à l'analyse sémantique pour faire remonter quels sont les comportements qui vont être attendus. Et la dernière, c'est celle que j'ai présentée tout à l'heure, qui est beaucoup plus objective, qui là va vraiment venir analyser les gens qui font réellement le job dans votre entreprise et quelles sont leurs performances. Est-ce que c'est des top performers? Est-ce qu'ils performent moyennement? Est-ce qu'ils sont, on va dire, à côté des performances attendues? Et à partir de ça, on va pouvoir vraiment analyser de manière hyper objective quelles vont être, on va dire, les grandes facettes de personnalité, quelles sont les motivations qui vont permettre la réussite sur le job. Ouais, c'est top et donc on utilise exactement la même chose, côté, US, cette fameuse base de données, je m'en rappelle plus, le titre, exact. Ah, honnête, honnête. Ouais, honnête, ouais, honnête. Pour avoir, en fait, ce qui est sympa, c'est qu'en tout cas, à l'interne, ça met les gens d'accord. Donc plutôt que de se disputer sur, «OK, mais on parle de quoi? Ça veut dire quoi?» Écoutez, il y a des organismes qui se sont posés la question, voilà la définition et après on débat. Donc super recommandation d'aller chercher là. Mais effectivement, ça reste très basique et pour ce qui est de l'étude qualitative par rapport à la question, d'Étienne, en fait, nous, ça va être vraiment des techniques de questionnement et en fait, d'aller chercher l'intention des intentions derrière le discours de surface, c'est-à-dire que d'un point de vue sous-jacent, quel est le moteur, en fait, du comportement? Et du coup, d'aller chercher ce moteur chez d'autres personnes, qu'on parle de la psychologie, qu'on parle effectivement de la motivation, qu'on parle de voilà, d'aptitudes, cérébrales et donc, d'un point de vue technique, c'est des techniques de questionnement très, très particulières et très spécifiques. Après, encore une fois, ce qui va être intéressant aussi sur cette partie plus qualitative, c'est plusieurs choses. Première chose, comme on le disait tout à l'heure, de le faire aussi avec d'autres personnes pour éviter d'être biaisé par notre Mmh. propre opinion. Mmh. Deuxième chose, ça va être aussi de le faire avec un framework, on va dire, solide. C'est-à-dire qu'en général, quand on parle de comportement, et cetera, on va le faire de manière un peu intuitive. Donc, les premières choses qui vont nous venir à l'esprit, par exemple, quand on parle de personnalité, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui a du lead? Est-ce que c'est quelqu'un qui est organisé? Et au final, on ne va pas aller plus loin. Quand vous le faites avec un framework, on va dire prédéterminé, vous allez vraiment pouvoir avoir le scope entier des facettes de personnalité qui existent pour être sûr de faire les choses proprement et de manière fiable. Et encore une fois, il y a des études qui ont montré que quand on fait avec une méthodologie identique, quand on le fait sans framework et avec un framework, les résultats sont largement, on va dire, meilleurs dans la situation où on le fait vraiment avec un modèle théorique prédéterminé. Donc ça, pour aussi optimiser la démarche qualitative, ça va être hyper important de prendre ça en considération. Alors, vous pourriez mettre dans le chat le nom des bases. OK. Alors, Moi, j'ai pas la main, mais je ne sais pas si j'ai le chat parce qu'on n'est pas sur LinkedIn, mais sur notre plateforme. Mais je peux vous dire en oral, c'est très simple. Donc, pour les bases européennes, c'est ESCO, ESCO. Et pour les bases américaines, ça s'appelle ONET, donc ONET. et je crois qu'il y a une petite astérisque à un moment, Et entre les 2. on a Emma qui gère le live, qui va les mettre dans le chat sur LinkedIn. On avait aussi une autre question alors de Lisa. Alors, Emma, c'est pas honnête avec un H, il y a pas le Non, devant. C'est c'est honnête, à il part y a une petite étoile entre le O et le N. oui. Autre question de Lisa. Quels sont, selon vous, les atouts et les limites du disque? Alors, au niveau des limites, ça va être ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que c'est des quand je dis disque, mais ça va être aussi les assessments typologiques au général, c'est-à-dire qu'ils vont avoir, on va dire, tendance à mettre les gens dans des cases et vont pas vous donner, on va dire, une vision vraiment large, de la personnalité de la personne. C'est-à-dire que c'est très peu fiable, les décisions que vous pouvez en prendre sont limitées et les interprétations aussi que vous pouvez en faire sont extrêmement limitées. Les atouts,
on va dire qu'il y en a un, on va dire un majeur. Je sais même pas si c'est un atout, mais c'est plutôt que c'est quelque chose qui est très intuitif, très facile à comprendre, puisqu'encore une fois, on va vous proposer un type de personnalité. Notre cerveau naturellement, met les choses dans des cases, en fait, pour simplifier l'interprétation qu'on a du monde. Donc on va dire que ce genre de questionnaire permet aussi de satisfaire ce côté-ci qu'on a besoin de mettre les choses dans des cases et même si on n'aime pas trop être mis dans des cases, ça permet de simplifier, on va dire, d'avoir une première compréhension intuitive et globale de notre personnalité. Le problème, c'est que cette compréhension, en général, elle est biaisée par ce qu'on appelle l'effet Barnum, c'est-à-dire que, la description est tellement générale que les gens vont s'y retrouver. C'est-à-dire que dans le texte, ils vont trouver des petites choses auxquelles se raccrocher, ils vont se dire: «Bah, OK, ça, c'est moi et ça, même si c'est pas moi, bah, en fait, le reste, c'était moi, donc en vrai, c'est que le questionnaire m'a bien ciblé. Donc on va dire, l'atout, c'est que ça permet, on va dire, de dégrossir au global un premier aspect de la personnalité, mais vraiment de manière très, 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 très globale. Autre atout, c'est qu'on va dire, d'un point de vue marketing, il faut quand même l'avouer, c'est qu'on a plus de 2 millions de personnes qui passent au MBTI chaque année. Donc c'est qu'il y a quand même un petit effet qui se crée. Mais le gros inconvénient, c'est que derrière, il n'y a aucune science derrière tout ça. Il y a même des études qui ont montré que les traits qui étaient, on va dire, les dimensions qui étaient opposées, par exemple, si je prends les échelles du MBTI, pouvaient coexister, c'est-à-dire qu'une personne pouvait avoir les deux pôles, agir selon les deux pôles et qu'ils n'étaient pas opposés. Donc, on va dire, si je devais vraiment synthétiser avantages et limites, ça serait un peu tout ça. Et si je devais compléter, alors l'effet Barnum, c'est juste de vous dire, c'est comme lire votre horoscope. Donc, il y a toujours un moment où ça vous arrange bien de dire: «Ah là là, effectivement, c'est juste» et cetera. Et moi, ce que je trouve exceptionnel, parce qu'on me dit souvent chez les clients: «Oui, d'accord, c'est pas fiable, mais c'est pas grave, ça permet de discuter». Donc ça amène de l'altérité, ça amène de l'empathie, ça permet de faire un peu de team building ou en tout cas, au niveau de l'altérité, c'est d'accepter que l'autre ne fonctionne pas comme moi. Bah, si je peux pousser pour Assess First, ça serait de dire le talent mapper d'Assess First est exceptionnel pour ça. Donc, enfin, nous, on l'utilise énormément pour, soit, accompagner des nouveaux dirigeants dans leur onboarding d'équipe, pour apprendre à connaître leurs gens en amont de leur arrivée en poste, pour que tout se passe bien, pour que tout soit doux et agréable pour tout le monde. Soit effectivement sur des équipes qui dysfonctionnent, soit à titre de team building. Mais le talent mapper, il est super, il est extrêmement bien fait, et il est visuel et en plus, il couvre plusieurs critères, donc c'est très, très intéressant, très pertinent et je pense que ça supplante en tout cas tous les tests que j'ai pu voir jusqu'à présent et j'en ai testé beaucoup, hein. Mmh. Si, merci pour Non, vraiment, vous faites du super boulot, hein. Parfait. Alors, je vois qu'il n'y a plus forcément d'autres questions. En tout cas, on a fait le tour et on y a répondu en live. Donc n'hésitez pas encore si, vous avez la moindre question après ce webinaire, n'hésitez pas à nous rajouter, à nous contacter Stéphanie et moi-même, sur LinkedIn. Ça sera encore une fois avec plaisir pour, pour poursuivre l'échange. Et du coup, écoute, je te remercie aussi Stéphanie pour ce live. C'était très cool de faire ça avec toi et Pareil. et impatient d'en faire d'autres. Ah pareil et si jamais j'ai un lien Calendly sur mon profil LinkedIn, si vous voulez papoter, j'offre des slots de 30 minutes en général avec des personnes qui ont des projets vraiment sérieux, des questions sérieuses. Donc si jamais il y a besoin d'en savoir plus sur Assess First et ou les entretiens structurés, avec grand plaisir, pour discuter, voilà, en live. Parfait. Écoutez, merci à potentiel avenir de l'IA. Hem, alors, je ne sais pas qui a posé cette question puisqu'on voit pas je vois pas le nom. N'hésitez pas à nous rajouter sur LinkedIn parce que ça, c'est des choses qu'on pourrait parler, on pourrait en Mmh. parler pendant des heures. Des heures. On va C'est devoir déjà là, en fait, peut-être qu'on peut conclure là-dessus. C'est même pas une histoire de potentiel, c'est là, point. oui, après, c'est ce que je dis toujours aujourd'hui, c'est, les gens qui auront cette capacité à faire preuve de curiosité, d'humilité intellectuelle pour comprendre nos propres limites, savoir aussi quels sont les avantages de l'IA, mais aussi ses biais et comment les 2 se complètent, sont ceux justement qui pourront, bénéficier du potentiel de l'IA au max. Encore une fois, le but, c'est pas que, l'un ou l'autre se remplace, c'est plutôt justement de comprendre Ouais, comment on peut se compléter. Et c'est pour ça que j'ai mis la petite question aujourd'hui sur la dernière slide, c'est: est-ce qu'à votre niveau aujourd'hui, votre but, c'est d'être passif et tolérer un monde qui est construit par ouais, d'autres ou être actif, vraiment proactif dans la construction de ce monde-ci, de vous intéresser à l'IA? Même au final, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être un profil technique pour s'intéresser à l'IA, mais c'est plutôt, on va dire, comme tu dis, c'est là, donc mettez-vous en route, ouais. pour justement, l'utiliser au mieux et ouais, construire le monde de demain.
Ouais et merci pour tous vos remerciements dans le chat, ça fait super plaisir, je vois que la Suisse est là en force, alors merci pour votre présence. Merci beaucoup et je vois qu'on fait un beau duo, il paraît, donc au plaisir de refaire quelque chose avec Aymeric. Avec plaisir. Merci à tous, je vous souhaite une bonne journée et encore une fois, si vous Pareil, avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers nous sur LinkedIn. ouais. Merci, à Au très revoir à bientôt. tous, Au merci revoir. beaucoup, au revoir.